Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler d'horreur. Si vous aimez le cinéma de genre, vous avez probablement vu Obsession, le film bien flippant qui a explosé tous les compteurs cette année. Et si vous avez aimé le film, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que sa suite existe déjà, la voici, c'est Obsession 2, The Resurrection, et d'ailleurs, la préquelle aussi est sortie. C'est en vente sur Amazon, tout le monde peut les acheter, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le réalisateur du film n'a aucun lien avec ces machins. Et pour tout vous dire, je suis même pas certain qu'un être humain ait tapé un seul mot de ces deux bouquins. Commençons par un petit point sur le film. Obsession, c'est le premier long métrage de Curry Barker, un youtubeur américain de 26 ans. Avec son complice Cooper Tomlinson, il forme le duo de sketch That's a Bad Idea et il s'est fait repérer avec The Chair, un court métrage d'horreur sur un vieux fauteuil hanté qui pourrit la vie de son nouveau propriétaire. Obsession, c'est un tout petit budget d'à peine $1 million. Le film débarque au Festival de Toronto en séance de minuit et les studios se battent aux enchères. Focus Features rafle la mise pour une quinzaine de millions de dollars et Blumhouse se greffe au truc dans la foulée. Et depuis sa sortie au mois de mai 2026, le bouche à oreille est excellent et le public adore. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Obsession a dépassé les 400 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 750 000. Autant dire que c'est un très beau succès pour un film qui sort de nulle part, qui n'a aucune star à l'affiche et qui n'a pas de grosse licence derrière. Le film raconte l'histoire de Bear qui est vendeur dans un magasin de musique. Il est gentil, un peu empoté et il est surtout secrètement amoureux de sa meilleure amie, Nikki. Et un soir, au lieu de simplement lui avouer ce qu'il ressent, il sort un gadget acheté dans une boutique de curiosités, le One Wish Willow. Le One Wish Willow, concrètement, c'est une petite branche de saule qui est vendue dans une petite boîte en carton. Un genre de porte-bonheur de comptoir à 2 balles comme on en trouve parfois dans les boutiques de souvenirs. Et le mode d'emploi tient en une seule ligne. Vous cassez la branche, vous faites un seul vœu et vous laissez la magie opérer. Bear fait le vœu que Nikki l'aime plus que tout au monde. Ça marche et c'est le début d'un cauchemar. Parce que Nikki se met effectivement à l'aimer plus que tout au monde, sauf que ce n'est plus vraiment Nikki. La vraie Nikki est toujours là, quelque part sous la surface, enfermée dans son propre corps, consciente en souffrance, pendant qu'une autre version d'elle sourit de façon grotesque, mitonne des petits sandwichs au chat, fait preuve d'une jalousie aux conséquences dramatiques et dérape de plus en plus fort. La vraie Nikki refait surface par flash, juste le temps de supplier qu'on l'aide. Et face à tout ça, on a Bear. Bear qui, tout en jouant les victimes, est l'unique responsable de tout ce bazar. Bear qui, au lieu de prendre le risque de simplement déclarer sa flamme à sa pote, a préféré la marabouter avec un gris-gris. Le film insiste pas mal là-dessus, le type est gentil, il est amoureux, il est dépassé par les événements, mais son côté pathétique est largement souligné, de même que le fait qu'il est coupable de toutes les atrocités qui vont se produire. Alors oui, niveau concept, on n'est pas franchement sur un truc très novateur. Le coup du vœu qui tourne mal, on l'a vu dans le Wishmaster de Robert Kurtzman en 97, dans un épisode de la saison 7 des cultissimes Contes de la Crypte, et même dans Endiablé, la comédie d'Harold Ramis avec Brendan Fraser et Elizabeth Hurley. Tout le monde sait que dans un film d'horreur, faut faire archi gaffe à ce qu'on souhaite, et donc on sait tous d'emblée que ça va probablement très mal finir. Mais le truc, c'est que ça marche quand même, et ça marche même très bien. Déjà parce que le film va droit au but, puisque Curry Barker ne s'embarrasse pas d'explications à rallonge. D'où vient le pouvoir du One Wish Willow? Qui l'a fabriqué? On s'en fout. Et lui aussi. On a une règle écrite sur la boîte, 2-3 détails glissés ici et là en cours de route, et basta, ce qui intéresse Curry Barker, c'est le couple, le malaise, et de jouer avec cet humour noir qui fait ricaner la salle au pire des moments. Et puis, il faut bien le reconnaître, sa mise en scène est d'une précision chirurgicale. Et Inde Navarrete, qui joue Nikki, est hallucinante. Elle passe du sourire de façade à la détresse pure en une demi-seconde, et c'est elle qui porte le film
sur ses épaules. Pour moi, c'est tout simplement la meilleure surprise horrifique de cette année jusqu'ici, très loin devant Backrooms que j'ai trouvé un peu creux et surtout un peu décevant. Mais bref, maintenant qu'on a un petit peu resitué Obsession, allons-y, parlons de ces deux bouquins de l'enfer. Si vous tapez Obsession dans la barre de recherche d'Amazon, vous allez peut-être tomber sur ces deux bouquins. Before Obsession, The First Wish et Obsession 2, The Resurrection. Deux romans qui se présentent ni plus ni moins comme la préquelle et la suite du film de 2026. Sauf que ni Curry Barker, ni Focus Features, ni même Blumhouse n'ont quoi que ce soit à voir là-dedans. C'est même écrit au début des bouquins, noir sur blanc, en plus d'un avertissement disant que ces livres sont copyrightés. Ces deux trucs sont l'œuvre d'un seul homme, un certain Michael M. Capaldi. Et Michael M. Capaldi, c'est un auteur autoproclamé de bouquins sur la finance et de polars qui se déroulent dans le monde des affaires. Et, petit détail marrant, sur les couvertures de ces polars, le héros a toujours la même tête, la sienne. Le mec se met lui-même en couverture de ses propres bouquins. Mais surtout, Michael M. Capaldi se présente publiquement comme un artiste IA. Ses textes sont générés par une intelligence artificielle et il l'assume ouvertement. Et parmi ses productions, il y a toute une gamme estampillée One Wish Willow, d'abord un genre de spin-off qui s'intitule Be Careful What You Wish For, puis nos deux fausses continuations du film de Curry Barker. Mais bon, notre auteur, Michael M. Capaldi, il affirme être un giga fan du film Obsession, donc on va dire que c'est plus ou moins de la fanfiction vendue, sans le préciser, sur Amazon. Mais alors, très concrètement, comment ces deux trucs peuvent-ils atterrir dans nos boîtes aux lettres? Eh ben, c'est grâce à l'impression à la demande. Vous uploadez un fichier texte et une couverture sur la plateforme, quelqu'un commande, une machine imprime, et hop, votre document devient un vrai livre broché avec un code barre et tout le tralala. On n'a aucun éditeur, aucun correcteur, aucun juriste sur le trajet qui amène le bouquin jusqu'au lecteur. Et c'est comme ça que la suite d'un des plus gros cartons cinématographiques de l'année se retrouve en vente libre dans les mêmes résultats de recherche que le vrai film, avec une présentation qui entretient joyeusement la confusion. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs qui croient avoir affaire à une suite officielle? Honnêtement, j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que ces bouquins capitalisent sur la hype du film Obsession, et le fait qu'ils existent en toute illégalité et à la vue de tous, c'est quand même intriguant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on sait pas, peut-être que c'est bien, donc je vais les acheter pour la science. Et je les ai reçus, je les ai ouverts, et je les ai lus. Je vais vous poser une question. Pourquoi faire? Allez, on commence avec la préquelle Before Obsession, The First Wish. Sur la couverture, il y a un couple censé être Bear et Nikki, mais qui ressemble surtout à des acteurs de séries comme Les Feux de l'amour, Santa Barbara ou Amour, Gloire et Beauté. Et entre nos Bear et Nikki génériques, on a le fameux One Wish Willow qui a plutôt l'air d'être un croisement entre un item de Zelda et le sceptre lunaire de Sailor Moon. Mais le vrai problème, il est pas sur la couverture, il est dans le pitch de cette histoire. Ce livre raconte que Bear, avant les événements du film, avait déjà cassé un One Wish Willow. Il a été dans la même boutique, il a rencontré le même vendeur, il a fait le même vœu sur Nikki, et tout le film qu'on a kiffé n'aurait donc été qu'un genre de rechute, une énorme redite. Et ça, c'est complètement con parce que ça détruit la règle qui est au centre du film Obsession. Le machin s'appelle One Wish Willow, on a le droit à un vœu et c'est littéralement son nom. Donc cette préquelle repose sur le fait que Bear aurait eu droit à 2 vœux. Et puis bon, vu ce que nous annonce la couverture du bouquin, on suppose que là aussi ça va mal tourner, donc ça voudrait dire que Bear, en plus d'être un gros lâche comme on l'a vu, serait aussi un immense débile. En gros, ce bouquin prétend préparer ce qui va se passer dans le film, mais il essaie en réalité de s'y substituer en ravageant tout ce qui a fait son succès. Dans le film, personne ne sait ce qu'est vraiment le One Wish Willow et c'est très bien comme ça. Mais dans ce livre, le vendeur déballe tout dès le premier tiers. Et tenez-vous bien, le Soul, d'où provient la branche du One Wish Willow, est une créature bien réelle. C'est un arbre géant qui pousse dans une dimension parallèle et qui expédie son émissaire sur Terre pour
pour fourguer ses branches et se nourrir des émotions de ses victimes. Et son émissaire, c'est juste le vendeur de la boutique où Bear achète le One Wish Willow. En gros, imaginez un arbre magique qui aurait à sa disposition un genre de VRP façon Jean-Claude Convenant dans Caméra Café et qui lui dirait « Vas-y, va sur la terre et va vendre mes branches ». Du coup, Jean-Claude prend sa Xantia, il passe par un portail interdimensionnel, il vient sur notre terre, il ouvre une petite boutique de curiosité et il y vend des One Wish Willow. Qui, au monde, a vu Obsession et s'est imaginé que c'était ça qui était à l'origine de ce qu'on voit dans le film? Franchement, personne. Et comme le Saul est devenu un personnage, il participe activement à l'histoire. À plusieurs reprises dans le livre, une feuille du Saul tombe du ciel, atterrit devant Bear et lui glisse un petit commentaire. Une feuille en bois, sculptée, descendit en flottant et atterrit à ses pieds. Elle murmura « Elle t'aime plus que quiconque désormais, exactement comme tu le voulais ». Bear murmura en retour « Oh non !» Et parfois, la feuille se fout carrément de sa gueule. Et il murmura « Je suis tellement foutu !» Une feuille en bois atterrit sur ses genoux et lui dit « Oui, tu l'es !» Ou encore, Bear murmura « Je vais mourir !» La feuille murmura « Probablement !» On connaissait le Saul pleureur, mais là on est sur un Saul vanneur et bon... pourquoi pas. Et alors, l'écriture dans tout ça, qu'est-ce que ça donne? L'écriture de ce bouquin, c'est systématiquement une mécanique à 3 temps. On a une idée, puis la même idée qui est reformulée, et ensuite la même idée qui est reformulée. Il n'était pas moche, il n'était pas bête, il n'était même pas particulièrement malchanceux, il était juste oubliable. Et puis, la majeure partie du bouquin est écrite avec des phrases très courtes et enchaîne parfois 4 ou 5 phrases qui sont structurées exactement de la même manière. Nikki Freeman, la fille qui le faisait se sentir visible, la fille qui riait à ses blagues, la fille qui se souvenait de son nom, la fille qui lui a dit un jour « En fait, t'es plutôt mignon ». Il vérifia ses cheveux, il vérifia son haleine, il vérifia si son âme était fissurée. Et la plupart des pages sont comme ça, c'est blindé de petites phrases courtes qui occupent juste une ligne. Et puis, des fois, il y a des tournures et des expressions qui sont vraiment un peu aléatoires. « Salut, Bear », dit-elle gentiment. Trop gentiment. Gentiment comme un édulcorant. Le genre de gentillesse qui provoque des problèmes de santé sur le long terme. Et voilà, des fois je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Et puis, il y a la mise en page. Regardez ces pages. L'espacement change de règle plusieurs fois dans le même bouquin. Comme si on avait recollé 3 documents différents bout à bout, sans faire l'effort d'uniformiser le truc. Et surtout, il y a des intertitres bizarres qui découpent les chapitres. Bear essaie de faire comme si tout allait bien. Le moment où Bear réalise que quelque chose ne va pas. Et ça, c'est très probablement des prompts que notre auteur a donné à son IA et qu'il a juste oublié de virer ses copier-coller, ou peut-être que c'est juste son IA qui lui précise l'intention du chapitre. Dans tous les cas, c'est pas le genre de truc qu'on voit dans un vrai bouquin écrit par une vraie personne. Et si vous trouvez déjà que tout ça c'est ouf, sachez que j'ai trouvé encore pire. Déjà, le chapitre 15 est imprimé 2 fois de suite. D'abord de la page 71 à 75, puis une seconde fois à l'identique de la page 76 à la page 80. Bon, ok, c'est probablement une coquille, mais ensuite à la fin du 2e chapitre 15, on peut lire. Fin du chapitre 15. Dites continue pour le chapitre 16. Continue. Michael, c'est ici que la préquelle bascule. Jusqu'à présent, le Saul murmurait à Nikki, mais au chapitre 16, il murmure à Bear pour la première fois. C'est le moment où l'histoire cesse d'être un garçon a maudit sa copine pour devenir la malédiction le veut lui. Sombre, drôle, psychologique, cinématographique. C'est parti. Bon, reprenons à tête reposée ce qu'on vient de lire. L'intelligence artificielle s'adresse à Michael, notre auteur, parce qu'il n'y a pas d'autre Michael dans le bouquin, et en gros, elle lui résume l'intention dramatique du chapitre comme un stagiaire qui présente sa copie à son boss. Et elle termine carrément par un petit argumentaire pour le convaincre que ce nouveau chapitre va être aussi cool qu'il l'a demandé, il sera à la fois sombre, drôle, psychologique, cinématographique, ce qui est probablement la consigne exacte qu'a
qu'a donné Michael M. Capaldi à son IA quand il lui a demandé d'écrire la préquelle d'Obsession. Et tout cet échange, cette conversation privée entre un homme et son logiciel a été imprimé, relié et mis à la vente sur Amazon. Si l'auteur avait relu son propre texte ne serait-ce qu'une fois en diagonale, ce passage n'existerait pas. Mais il n'a manifestement jamais relu son propre bouquin pour y chercher d'éventuelles fautes de frappe. Bon, et la fin du bouquin, je vous la fais en accéléré. Une voisine sortie de nulle part, Madame Carmichael, explique qu'elle a aussi fait un vœu avec le One Wish Willow dans sa jeunesse. Ensuite, on a le vendeur qui débarque pour expliquer que Bear est un réceptacle et que Nikki est une encre, et qu'il faut un rituel pour briser le lien entre les deux. Un rituel qu'ils font et qui provoque des poltergeists, mais malgré tout, le rituel ne fonctionne pas. Et pour finir, Bear et Nikki sont téléportés dans la dimension du Soul, un genre d'Upside Down, où l'arbre leur explique que le lien n'a pas été brisé, il a juste été partagé entre deux, et tout ce bazar est censé nous relier au début du film. Et d'ailleurs, c'est spécifiquement ce que Michael a demandé à son IA. Parce que le dernier chapitre, le chapitre 32, il s'intitule littéralement chapitre 32, Retour au Soul, réécrit pour correspondre au film. C'est ouf parce qu'on a l'impression de voir le making-of du bouquin en même temps qu'on le lit. Bref, voilà, pour la préquelle, y a rien qui va, ça ressemble pas du tout au film, ça le contredit carrément, et globalement, c'est un désastre. Mais au moins, c'est un désastre relativement court, parce que la suite, elle est vachement plus longue. On passe maintenant à Obsession 2, et donc spoiler alert, parce que pour faire ça, je suis un petit peu obligé de vous parler de la fin du film Obsession. Donc, si vous n'avez pas vu le film, foncez le mater, revenez me voir ensuite. Moi, je vous attends ici, je bouge pas. À la fin d'Obsession, Bear est acculé. Nikki, sous l'emprise du vœu, a tué Yann et Sarah, leurs deux meilleurs amis. Alors, Bear s'enferme dans la salle de bain et avale les médicaments de sa grand-mère parce que sa mort à lui est le seul moyen de briser le sortilège. Et puis, tout en douceur, il s'éteint. Et Nikki se réveille libérée de l'emprise du vœu au milieu des cadavres de tous ses proches. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine, c'est très noir et c'est très exactement la fin que cette histoire méritait. Bon, ok, et alors cette suite, comment est-ce qu'elle commence ? Eh ben, Bear est tout simplement vivant. Et sur la couverture, bonne nouvelle, cette fois, les deux personnages ressemblent à peu près à Bear et Nikki, enfin, en tout cas, ils portent les tenues qu'ils portent dans le film. Mais bon, je m'égare, à votre avis, comment ça se fait que Bear soit toujours vivant ? Moi, là, comme ça, si on me demandait d'écrire une suite de Obsession où Bear est de retour, bah je dirais que Nikki ou quelqu'un d'autre a fait le vœu de le ressusciter. Mais figurez-vous que Michael ou son IA n'ont pas du tout eu la même idée que moi. En fait, ici, c'est le Soul qui lui a réinsufflé la vie. Et le Soul n'a pas ressuscité Bear gratuitement, hein. En fait, s'il l'a ressuscité, c'est pour qu'il propage la bonne parole. Bear devient un vecteur contagieux et toute personne qui s'approche de lui devient obsédée par lui à son tour. Et résultat, le phénomène se propage dans Los Angeles, de proche en proche, jusqu'à transformer des quartiers entiers en zombies adorateurs du Soul d'où provient le One Wish Willow, décrits comme des morts-vivants au regard vide. Franchement, qui aurait imaginé qu'Obsession 2 allait nous rajouter des zombies dans l'univers du tout petit film créé par Cory Barker. C'est audacieux et ça manque peut-être encore un petit peu d'extraterrestre. Ah, et puis la marque qui fabrique le One Wish Willow, Tabbycat Curiosities, est devenue entre-temps une méga corporation qui posséderait tout l'immobilier de la ville. Comment ? Aucune idée, surtout qu'il s'est passé que quelques heures depuis la fin du film. Et pendant ce temps, Nikki fuit la scène de crime au volant d'une voiture volée, harcelée par la voix du Soul qui la pousse à retourner vers Bear, puisque, rappelons-le, il n'est plus mort. Et c'est là qu'elle a sa grande révélation, elle réalise qu'au fond, elle avait toujours voulu tuer Yann et Sarah. L'influence du Soul n'aurait fait qu'amplifier ce qui était déjà là. Alors là, on est quand même sur du sabotage de haut level, parce que toute la tragédie du film, c'est que la vraie Nikki est innocente, elle est prisonnière de son propre corps, pendant qu'un esprit, dont on ignore la provenance, commet l'irréparable à sa place. Et là, l'IA débarque et affirme tranquillement que
non, en vrai, elle rêvait de planter ses potes depuis le début, et franchement, ça n'a aucun sens. Et physiquement, Nikki commence à fleurir, c'est-à-dire que ses veines deviennent vertes, ses yeux virodorés, bref, on a l'impression qu'elle est en train de se changer en Poison Ivy. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar, le bouquin nous introduit un nouveau personnage. Rowan Hale, un inspecteur de la brigade criminelle chargé d'enquêter sur les morts qui s'accumulent. Et l'inspecteur Hale a à peu près 2 traits de caractère. En gros, à chaque fois qu'il apparaît, il dit « au bordel » et « je déteste cette affaire ». C'est à peu près tout. Et je déconne pas, hein, j'ai compté, c'est 20 fois pour « au bordel » et 14 pour « je déteste cette affaire ». Et sans le vouloir, ce pauvre inspecteur devient le lien entre Bear et Nikki. L'homme qui doit les empêcher de se retrouver parce que s'ils sont réunis, eh ben, figurez-vous que ça donnerait naissance à un tout nouveau Saul encore plus fort que le précédent. Et celui qui nous explique tout ça, c'est le Jean-Claude Convenant du Saul, le vendeur de la boutique Tabby Cat Curiosities, évidemment. Et le plus fou, c'est que malgré les zombies, malgré la méga-corporation et la présence de notre inspecteur dépressif, il ne se passe absolument rien dans ce livre. Il est plus long que la préquelle et il contient encore moins de vraies scènes où il se passe des vrais trucs. Concrètement, pendant des centaines de pages, Bear, Nikki et l'inspecteur Hale se courent après les uns les autres, se croisent, se séparent et leurs quêtes sont interrompues toutes les 3 pages par les suggestions reloues du Saul. Alors que, bon, on a quand même un mort-vivant qui contamine des gens jusqu'à faire qu'une ville entière se retrouve envahie de zombies, on a une meuf en cavale qui a vu tous ses potes mourir et qui se transforme peu à peu en Poison Ivy, on a un inspecteur de police dans tout ça, donc il devrait quand même se passer des vrais trucs. Sur le papier, ça devrait partir dans tous les sens, mais non, on se fait chier. Et puis arrive le grand final, la ville entière se met à se transformer en créature mi-humaine, mi-arbre à cause du Saul qui commence à pousser à la fois en Bear et en Nikki, et nos 2 héros repoussent l'entité et la renvoient dormir dans sa dimension cauchemardesque en, je cite, se choisissant l'un l'autre plutôt que le destin que quelqu'un d'autre avait écrit pour eux. Tous leurs amis sont morts, la ville entière s'est entre-déchirée, mais tout ça, en fait, bah c'est pas grave, parce qu'ils ont refusé le destin que quelqu'un d'autre avait écrit pour eux. C'est stupide, c'est juste une morale de fortune cookie, les petits biscuits chinois là, et compte tenu du fait que notre auteur se revendique fan du film, bah non en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nous dit le long métrage de Curry Barker, qui était sombre et ironique, et là on a une morale à base d'édulcorants en mode téléfilm de Noël, et tout ça pour ça. Bref, vous l'aurez compris, ces 2 bouquins qui sont destinés à appâter les fans d'Obsession n'ont strictement rien à voir avec ce qui a fait kiffer les gens dans le film. Et le vrai problème, c'est pas juste le fait qu'ils aient été écrits avec de l'IA. Bon, c'est un problème. Mais le truc, c'est que le mec qui a utilisé l'IA pour le faire, l'a fait en mode pilotage automatique. Parce que même si c'est déjà révoltant que ce gars se proclame écrivain alors qu'il a pas écrit une seule ligne de son bouquin et qu'il a juste joué avec de l'IA, je trouve que le pire du pire, c'est qu'il a dit à l'IA, vas-y, écris le truc, tout ce que tu fais, c'est super. Parce que si Michael M. Capaldi avait vraiment été fan d'Obsession, il aurait lu ce que lui a écrit son IA et il lui aurait dit des trucs comme, non, attends, ça c'est n'importe quoi, fais un truc plus dark, ou encore n'utilise pas les personnages de Bear et Nikki dans la préquelle. Parce que oui, l'IA, ça peut être un outil, mais c'est pas un outil qui remplace une intention, un point de vue, des choix, une réécriture, ou encore une relecture. Michael M. Capaldi, j'imagine qu'il a maté Obsession sans trop capter pourquoi il avait kiffé, qu'ensuite il a lancé Claude ou ChatGPT et qu'il lui a absolument tout délégué. Il lui a demandé de s'occuper de l'histoire, de la structure, des dialogues, de la cohérence, même peut-être de la relecture, avant de coller tout ça dans un document et de balancer le résultat brut à la vente. Pour moi, si ces bouquins sont nazes, c'est pas de la faute de l'IA, parce qu'il y a un être humain qui a mis son nom sur ces bouquins. C'est pas l'IA qui a créé un compte Amazon, qui a choisi les titres de ces 2 bouquins, qui a validé les 2 couvertures complètement éclatées, et qui a décidé d'entourlouper les gens en grattant le buzz d'un film qui venait de sortir. Aujourd'hui, n'importe quel texte généré par un mec qui utilise une IA et qui lui dit « Vas-y, continue, c'est top, sans rien relire », en quelques clics, ça peut devenir un vrai produit commercial, un vrai bouquin imprimé sur du vrai papier relié, référencé
référencés sur un site internet et livrés chez vous en 48 heures. Et moi, ces 2 bouquins, je les ai trouvés simplement en tapant le titre du film dans une barre de recherche parce qu'à la base, ce que je cherchais, c'était ce t-shirt en mode bootleg avec la tronche de Nikki un peu partout que j'avais vu passer sur TikTok et que j'avais trouvé cool. Et franchement, je me demande combien d'autres livres du même acabit traînent sur les plateformes, prêts à tromper la vigilance des fans et à leur piquer du fric en échange de trucs qu'ils auraient pu faire eux-mêmes, probablement en mieux. Et le truc, c'est que j'ai rien contre la fanfiction. Au contraire, j'ai même rien contre le fait qu'on la vende. J'ai des dizaines de mangas Dragon Ball faits par des fans et j'ai toute une collection d'aventures de Tintin qui n'existent pas, avec notamment une super aventure de notre petit reporter qui traque un monstre dans les égouts. Mais le point commun entre tous ces trucs, c'est que les gens qui les ont faits avec amour, et c'est clairement pas le cas de ces romans Obsession. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'un jour on va avoir un vrai Obsession 2 ? Curry Barker a évoqué la question dans plusieurs interviews et sa réponse est plutôt honnête. Il y pense, mais officiellement rien n'est encore lancé. Et d'ailleurs, il s'amuse même du principal trou de son propre scénario. Si ces branches de Soul magique fonctionnent vraiment et se vendent en boutique, le monde entier devrait être sans dessus-dessous. Et il a pas tort, dans le film, Yann fait le vœu de toucher 1 milliard de dollars et qu'instantanément des billets lui tombent littéralement dessus, donc on imagine que si les One Wish Willow étaient dans la nature, tout le monde ferait des vœux improbables, et c'est vrai que le monde partirait instantanément en cacahuète. Ce qui a l'air de le brancher davantage qu'une suite directe, c'est une anthologie. Il voudrait produire des épisodes d'1 heure chacun, autour d'un vœu différent qui part en sucette, avec d'autres réalisateurs qui seraient invités à donner leur vision du One Wish Willow. Mais en attendant, son prochain film est déjà en production, Anything But Ghost, une comédie horrifique sur 2 chasseurs de fantômes escrocs, avec Barker lui-même et Cooper Tomlinson devant la caméra, accompagnés d'Aaron Paul, Bryce Dallas Howard et Violette McGraw. Et Barker a laissé entendre qu'on y apercevrait un One Wish Willow et qu'un flash info y mentionnerait un triple homicide qui rappellerait furieusement la fin d'Obsession. Mais bon, rien pour le moment ne nous dit que ces 2 histoires seront liées. Une chose est certaine, si la vraie suite d'Obsession arrive un jour, ce sera forcément mieux que les 2 étrons que nous a pondus Michael M. Capaldi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, et vous l'aurez compris, mieux vaut ne jamais lire et encore moins acheter ces 2 bouquins. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film Obsession, dites-moi si vous croyez à la fameuse théorie qui dit que Nikki est en fait possédée par le chat mort de Bear, et dites-moi si vous êtes déjà tombé sur des bouquins de ce genre, des fausses suites écrites n'importe comment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, voire à la partager à vos potes à qui elle pourrait plaire, et si vous êtes encore là, il est maintenant temps pour moi de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.